merci de nous rester fidèles et bienvenue dans cette émission Global Politique. Nous sommes encore là avec vous pour débattre de l'actualité politique en RDC. Comme vous le savez bien, le ministre de l'économie a été déçu par l'Assemblée nationale. 267 députés ont voté pour son départ. Cependant, dans l'Union sacrée, il y a certaines voix qui s'élèvent pour fustiger cette attitude des élus de la famille présidentielle. Et aujourd'hui, on parle déjà de l'explosion de l'Union sacrée et ça sera le cas avec les quelques jours qui nous restent. L'avenir nous en dira plus. Nous allons aussi parler sur les élections de 2023. Déjà, on annonce un report, malgré que la CENI l'a pas annoncé officiellement. Aussi parler sur le retour de Joseph Kabila et pourquoi pas sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Nous sommes là avec notre invité, M. Jacques Lomois, à qui nous souhaitons bienvenue. Merci beaucoup, M. Laurence. Vous allez bien, nous espérons bien. Moi, je vais bien. Vous allez bien, mais le Congo va mal. Le Congo va mal. Moi, je vais bien, mais le Congo va mal. Le Congo va mal, mais le Congo est... parce qu'on a Dieu avec nous, on a Jéhovah avec nous. Le Congo est bien dirigé par un homme qui craint Dieu. Je dis que le Congo va mal. Mais le Congo est bien dirigé par un homme qui craint Dieu, puisque vous dites bien, Dieu protège, c'est que Dieu protège la République démocratique du Congo. Bien évidemment. Mais de là à dire que le Congo est bien l'idée, bien dirigé, il y a à boire et à manger. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous croyiez au moins qu'aujourd'hui le Congo est bien dirigé? Pour que je croie que le Congo est bien dirigé. Oui, puisque Félix Tshisekedi dit... Je dois voir la justice marcher dans ces pays. Ne dit-on pas que la justice élève une nation? Et la justice marche déjà. La justice est malade. Elle marche déjà. Très malade. Elle marche déjà. Très malade. Vous savez qu'on a interpellé... Elle ne marche pas arrêter avec ces fanatismes aveugles. La justice est malade. Et d'ailleurs, le président a eu à le dire, tu le sais. C'est le tendon d'Achille de ces régimes. La justice. La justice élève une nation. Il y a autant de condamnations iniques, comme vous le savez. Le cas de M. François Beya. Aujourd'hui, combien de mois après avoir... Laissez-moi terminer. François Beya n'est pas encore condamné. Les enquêtes sont en cours. Est-ce qu'on doit libérer une personne? Si vous m'aurez laissé terminer... Allons-y, allons-y. Si vous m'aurez laissé terminer parler, vous allez comprendre l'essence, vous allez comprendre la quintessence de ce qu'ils sont en train d'avancer comme argument. Monsieur est arrêté, ça fait plus de 3 mois. Il n'a pas été amené devant son juge naturel pour être jugé. À peine 60 jours. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Normalement, s'il y a des faits avérés, il y a des griefs lourds qui pèsent sur la personne de M. Beya, on devrait l'amener devant son juge naturel afin qu'il soit jugé. Et le cas échéant, s'il est reconnu coupable, qu'il soit condamné. Aujourd'hui, vous êtes allez-y comprendre. Aujourd'hui, vous êtes devenu avocat de François Beya. Cependant, on l'accuse de toucher à la sûreté de l'État. Qui doit accuser M. Beya? N'est-ce pas la justice? Mais les enquêtes sont en cours. C'est comme ça qu'ils sont en train de dire. Mais après, nous allons attendre jusque quand pour que M. Beya soit amené devant son juge naturel afin qu'il soit... Non, mais attendez. Même 2 mois, 4 mois, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que dit la Constitution, monsieur. Si tel était le cas, on n'aurait pas dû l'arrêter. Avant d'arrêter quelqu'un, vous devez vous assurer qu'effectivement, vous réunissez des preuves palpables, tangibles et probantes. N'est-ce pas? Pour que finalement, qu'on le juge et qu'il soit condamné, les cas échéants. Et vous arrêtez, attendez. Vous arrêtez quelqu'un et vous commencez à chercher le preuve pour le culpabiliser. C'est mettre la charrue devant le bœuf. Arrêtons avec cette justice, disons, de la jungle, où celui qui a la force impose sa façon de voir les choses. Je veux bien, s'il vous plaît, je veux bien qu'on ait accusé M. Beya d'avoir porté atteinte à la sûreté nationale. Voilà. Mais encore que, comme je suis en train de dire, il faudrait que la justice, notre justice, puisse l'établir. Est-ce qu'à ce jour, M. Beya a été amené devant son juge naturel pour être jugé par rapport aux accusations, à cette présomption qui pèserait sur lui? De quoi nous parlons? Voilà un exemple patent. Il y a des exemples comme ça. Je n'ai pas encore fini. Laissez-moi terminer. Je vais encore vous poser je t'en donne. Les exemples, il y en a à foison. Est-ce que François Beya ne devrait pas attendre la fin? Nous disons ceci. On a mis la charrue devant le bœuf.
Mais quand la première des choses à faire, il y a eu panique à Kinshasa, s'il vous plaît, voire même en RDC par rapport à ces faits. La première des choses à faire aurait été de réunir les preuves, n'est-ce pas, afin d'accuser M. Beya. On n'a pas réuni les preuves, mais on est allé l'arrêter manu militari. Aujourd'hui, on commence à chercher à réunir les preuves. C'est quelle justice? Il y avait déjà des suspicions. Et on devait protéger l'État, on devait protéger même le président de la République. Si c'est sur base des suspicions, c'est tous les Congolais qui seront arrêtés. C'est ça, la logique. Mais lui, il était conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins un Congolais, un justiciable. C'est un Congolais. Au-delà des fonctions qu'il a occupées, c'est un Congolais. En tant que tel, il a droit à la justice. Voilà là où nous sommes en train de dire la justice et les parents pauvres de ces régimes, malheureusement. Nous avons vu le maman aller marcher jusqu'au niveau de l'ANER pour déclarer ou implorer la libération de François. On n'a pas imploré sa liberté. On doit commencer à manipuler le maman de Cru pour aller faire des marches et demander la libération de François Beya, Tolia Kanaye, Tomela Kanaye. Est-ce que ça doit vraiment se passer? Moi, je n'entre pas dans ces genres de scénarios qui démontrent, qui attestent d'un cynisme qui ne dit pas son nom. J'ai dit, M. B, en tant que citoyen congolais, a droit à la justice. N'est-ce pas? Si on a des preuves, des accusations à l'encontre de M. Béa, j'ai dit bien, qu'on l'amène devant son juge naturel afin qu'il soit jugé. Est-ce que l'ANER, on ne doit pas laisser quand même le temps à l'ANER de continuer? Moi, je suis contre cette démarche-là. Je suis cette contre-démarche-là qui consiste à mettre la charrue devant le bœuf. Si tel est le cas, on n'aurait pas dû interpeller M. Béa. On devrait prévenir. On devrait... Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je pense que dans ces cas ici, si effectivement on avait des preuves, je suppose qu'on a pris la décision d'aller arrêter M. Béa, d'aller lui priver sa liberté, je suppose qu'on avait suffisamment des éléments de conspiration qui pesaient sur sa personne. Le porte-parole du chef de l'État avait dit qu'ils avaient des indices. Non, mais voilà de quoi nous parlons, monsieur. Vous arrêtez des gens sur bas des indices. Vous n'avez pas de preuves, vous avez des indices. Ça veut dire que ça peut s'avérer aujourd'hui que ces indices n'étaient pas fondés. Mais Béa sera libéré. Entre-temps, vous lui avez privé de sa liberté. C'est ça la justice. On doit d'abord... Vous devez retenir une chose, monsieur Laurence. En droit, la liberté est la règle. L'arrestation, l'exception. Vous avez recouru à l'exception. C'est condamnable, c'est une violation. Prévenir un danger. C'est une violation flagrante des droits humains. Il y avait un danger devant vous avez violé les droits de M. Béa. Et je pense que M. Béa, le moment venu, devra porter et traduire en justice l'État congolais. Parce que l'État congolais a violé son droit à la liberté. Ça doit être clair, monsieur. L'État congolais devrait prévenir la population d'un danger. Monsieur l'État congolais, j'ai dit ceci. Il a été suspecté. Il y a un principe sacro-saint du droit qui dit que la liberté est la règle. Et l'arrestation, l'incarcération, l'exception. Mais si l'État... Mais attendez, monsieur Laurence, amenez-le devant son juge naturel. Voilà, je vais vous donner un exemple. Monsieur Caméré, n'est-ce pas? Quand on l'a arrêté, n'est-ce pas, il s'est passé 1 ou 2 mois immédiatement, il y a eu un procès contre lui. Mais n'est pas encore fait. Non, monsieur. Mais ça veut dire aujourd'hui, le mercredi dernier, il a totalisé 60 jours. Merci beaucoup. Ça veut dire, en d'autres termes, on a mis la charrue devant le bœuf, on n'a pas de preuves, on cherche maintenant à réunir les preuves. Ça, c'est une mauvaise justice. C'est la justice unique, la justice que nous dénonçons. La justice, c'est du lion. Au compas, aujourd'hui, vous êtes avocat de Béa, puisque je ne suis pas seulement, je ne suis pas, non, je ne suis pas, laissez-moi vous dire, je ne suis pas le défenseur de M. Béa. Je suis plutôt un défenseur de la justice. Aujourd'hui, c'est M. Béa. Demain, ça va être une autre personne. Laissez-moi terminer. Est-ce que vous savez mieux?
Laissez-moi terminer. Vous avez vu? Et vous savez que monsieur le président de la République a signé des ordonnances qui a gracié ou qui ont gracié certaines personnes. Mais à ces jours, ces personnes continuent à croupir en prison. Non, ces ordonnances-là ont été signées, mais la ministre de la Justice aujourd'hui, puisque j'ai quand même discuté avec son conseiller politique et juridique, qui m'ont rassuré que ces gens-là seront libérés, mais il y a d'autres dossiers où le président de la République était induit en erreur. Et maintenant, là, on est en train de revoir les cas de certains membres. Voilà un exemple encore patent et éloquent. Non. Laissez-moi terminer. Voilà un exemple patent et éloquent démontrant à suffisance que cette justice est malade. Non. Vous savez que... Laissez-moi. Je m'en vais. La justice n'est pas malade. Voilà pourquoi on est en train de revoir le dossier. Je voudrais vous donner ici l'exemple de monsieur l'ancien ministre de l'enseignement, comment on l'appelle encore? Willy Bakonga. Willy Bakonga a été gracié par le président de la République. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas raconté? Que c'était une ordonnance falsifiée. Et d'ailleurs, il y a une lettre de la ministre de la Justice qui a demandé à ce qu'on retourne M. Bakonga. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, nous devons quand même informer la population comme il se doit. Je voudrais dire, l'ordonnance de Willy Bakonga n'a pas été falsifiée. Non, je ne sais pas moi qui l'ai dit. C'est sur les réseaux sociaux. Non, je prends ici au mot la ministre de la Justice, qui a même écrit, qui a même demandé qu'on puisse retourner M. Bakonga. Mais jusque je dis Bakonga n'est pas rentré. M. Bakonga a fui. Aujourd'hui, M. Bakonga est en train de se la couler douce. Et la lettre de la ministre de la Justice, qu'est-ce que nous en faisons? Voilà des exemples. Les exemples sont légion. Monsieur Laurence, notre justice est malade, il faut l'avouer, il faut l'accepter. Nous devons travailler pour que cette justice redevienne une justice indépendante, capable de protéger tout le Congolais. Vous n'encouragez pas la justice qui a aujourd'hui interpellé plusieurs membres du cabinet de Tony Mwaba, puisqu'il y a eu des tournements de fonds, et vous ne savez pas encourager quand même plus qu'on doit... S'il vous plaît, monsieur. Évitons cette justice caporalisée. Non, cette justice... Il y a eu des tournements de fonds. Attendez, vous avez suivi le DG du Transco. S'il vous plaît. Est-ce que le cas de l'EPSP est le seul? Tu sais combien de détournements de fonds on est en train de nous raconter à la longueur des journées? Toutes ces personnes sont où? On les arrête aujourd'hui, 2, 3, 4 jours après, elles sont relaxées. 2, 3, 4 jours après, elles recouvrent la liberté. Et pendant ce temps, l'argent de l'État a été consommé, l'argent de l'État a été dilapidé. Voilà. Donc c'est de cette justice que vous me parlez. J'ai dit ceci, notre justice est malade d'ailleurs, comme je suis en train de le dire. La justice actuelle est le tendon d'Achille de ces régimes. Et d'ailleurs, j'ai continué en disant, le président a eu l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Il dit qu'il y a un problème dans notre justice. Et effectivement, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour régler ça? Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est que, il faut mettre ces personnes qui sont appelées à distribuer la justice dans les conditions qu'il faut. Est-ce qu'ils sont mal payés? Le magistrat, par exemple. Qui est bien payé dans ces pays? Vous êtes bien payé? À part les députés. Non, mais les députés sont les élus du peuple. Merci beaucoup. Ce n'est que normal. Il y a que eux qui ont droit à la vie. Les enseignants, les professeurs d'université n'ont pas droit à la vie. Laissez-moi terminer. Pourquoi on a fait une grève de 3 mois qui vient d'être terminée, de finir il y a à peine quelques jours, avec des promesses parmi lesquelles on demande d'ajuster le salaire au coût de la vie, n'est-ce pas? Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que les députés qui ont droit à la vie, n'est-ce pas? Donc dans ces pays, à part les députés qui sont bien payés, personne n'est bien payé, hein? Vous devez le savoir. Il y a d'aucuns qui disent il n'y a que le personnel politique qui est bien payé. Et ce qui est malheureux, dans un pays normal, ce sont les fonctionnaires, les enseignants qui sont le mieux payés, le mieux nantis, afin d'éviter à ce que tout le monde lorgne en politique. Vous avez soulevé le premier point, il faut bien payer les avocats, le magistrat. Il faut bien payer les avocats, les mettre dans les conditions qu'il faut. Il faut respecter les textes qui régentent la République. Est-ce que c'est le président de la République qui doit venir, par exemple, dans votre bureau pour vous dire, monsieur Jacques Romoy, il faut respecter les textes, il faut. Vous savez, le problème, c'est quoi?
quand nous disons respectons les textes. Lorsque les corps concernés, n'est-ce pas, violent ces textes et qu'il n'y a pas de sanctions appropriées, vous pensez que les choses vont marcher? Pourquoi ils ne respectent pas les textes? Pourquoi aujourd'hui nous assistons à la justice du plus fort? Celui qui est le mieux nanti a toujours raison quand il va en justice. Pourquoi nous assistons à cela? Hier, quelqu'un a dit les magistrats ou les personnes appelées à distribuer la justice courent derrière 3 V. Hein? V comme veste, V comme véhicule, V comme villa. Voyez-vous? C'est lui qui offre ces 3 V. Et il a été concrédit. Hein? C'est lui qui offre ces 3 V. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Malheureusement, c'est le cas. Malheureusement. Et ils peuvent manifester, ils peuvent faire semblant de manifester. Mais c'est ça la vérité. Mais c'est Jacques Louma, parle un peu sur la destitution du ministre de l'économie. Une bonne satisfaction, c'est pour la toute première fois quand même de voir un ministre être sanctionné par les élus nationaux. Non, c'est pas la toute première fois. Il y en a déjà eu. T'en fais pas. L'histoire nous rappelle qu'il y en a déjà eu. Ce qui est plus important ici. Avec l'époque depuis plus de 42 ans, on a pu attendre non, attendez. Le régime du maréchal Mobutu était un régime dictatorial. Nous n'avions pas une constitution. Nous n'avions pas un parlement. Le régime de Kabila, il y avait la constitution. Laissez-moi terminer. Au régime du parlement, on a eu à sanctionner des ministres dans ces sens-là. On n'a jamais vu un ministre. Là n'est pas le débat. Là n'est pas. Par l'Assemblée nationale, vous êtes majoritaire, non? Laissez-moi terminer en disant que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale n'est qu'un règlement des comptes. Un règlement des comptes à l'encontre, à l'endroit de certains ministres qui sont d'une certaine obédience. Ça, c'est l'aspect politique de la chose. Laissez-moi terminer. Il n'a pas clavé pour le bonheur du peuple. Merci beaucoup. Non. Laissez-moi, je vais vous étonner. Allons-y. Est-ce que vous savez que ça, c'est l'aspect politique de la chose? Je vais revenir sur l'aspect purement technique de la chose aussi. Est-ce que vous savez que sur cette liste-là, on a dénoncé des non-élus? Est-ce que le président Mbosso a eu le temps de scruter, de vérifier les signataires de cette motion-là? Loin de moi l'intention de défendre le ministre de l'économie qui est d'ailleurs très incompétent. Et je suis parmi ceux-là qui voulaient son départ. N'est-ce pas? Mais la procédure a été biaisée. Ça, il faut le reconnaître. N'est-ce pas? Et pourquoi on en arrive là? Le ministre de l'économie qui a fait preuve d'une incompétence notoire est déchu. Mais qu'est-ce que nous disons du ministre de Petentique qui a volé l'argent des Congolais à travers les rames? Ça a été démontré qu'on a volé. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, c'est son secteur. Non, l'RTPC relève de son secteur. Ne me dites pas le contraire. Non, la personne qui a été interpellée, laissez-moi terminer. Non, il n'a pas convaincu, il n'a convaincu personne. La preuve en est que... Laissez-moi, voilà, c'est là où j'ai dit 2 poids 2 mesures. La preuve en est que, après, l'Assemblée nationale a dit tout haut que cet argent collecté des rames était non traçable. On ne le retrouvait ni dans le budget de la République, ni dans le compte spécifique. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Le Sénat a renchéri en disant qu'on ne retrouve nulle part cet argent-là. Voilà un cas avéré du vol à ciel ouvert. Mais monsieur le ministre a maintenu son poste. Voyez-vous, vous avez des cas. Laissez-moi terminer. Monsieur, c'est son secteur. Laissez-moi terminer. Parce que par rapport au ministre de l'économie, on peut encore en dire. Hein, parce que moi, je m'attendais à ce que non seulement que ces ministres tombent, mais c'est tous les par ricochet, tous les gouvernements, en commençant par le Premier ministre. Parce que là, je vais vous démontrer que pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Toutes les décisions qui ont été prises là, appliquées par le ministre de l'économie, ont été adoptées au Conseil du ministre. Ne l'oubliez pas. La décision d'aller pêcher les mpioni en Namibie, c'est comme si chez nous, nous n'avons pas de lac où on peut aller pêcher les poissons. Nous n'avons pas de bateaux. Les bateaux, on les achète. Quand vous dépensez plus de 6 millions de dollars américains, hein? Vous savez combien de bateaux de pêche vous achetez avec 6 millions?
Parce qu'un bateau en moyenne tourne autour de 100 000. Vous savez combien de bâtons vous achetez? Cette décision a été prise au Conseil des ministres. Donc, s'attaquer au ministre de l'économie, moi je pense que c'est un faux fouillant. C'est tout le gouvernement qui devrait tomber pour incompétence notoire. On devrait encore nommer notre Premier ministre. Peu importe, parce que nous constatons que le fameux programme de 36 milliards que le Premier ministre nous a vendu, en réalité n'était que du vent. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Les décisions conjoncturelles qu'ils prennent ne donnent aucun résultat. On nous a parlé aujourd'hui, on nous avait parlé hier des chinchards. À l'Assemblée, on nous a dit finalement que les chinchards en question ne sont jamais arrivés ici. On a dû acheter pendant la période des fêtes les chinchards ici entre les mains des opérateurs économiques congolais. Non, malheureusement, ce n'est pas fini. Moi, j'ai vu les gens... C'était sur... monsieur, ici à lisez les rapports, s'il vous plaît. Lisez les rapports. J'ai lu ces rapports. Bien que je ne l'encourage pas, parce que je n'ai jamais été d'accord avec cette décision qui, en soi, ne résolvait aucun problème. N'est-ce pas? Ça, c'est des 1. Continue encore. Le Premier ministre, quand vous parlez du Premier ministre, on a lancé... tambour battant ici, l'opération Kinshasa 0 trou. Hein? Il y a construction. Kinshasa 0 trou. Oui, on est en train de construire. Toutes les routes sont les routes. Maintenant, là, on est en train de construire. Mais il fallait construire. La plupart des routes sont bétonnées. Fallait-il... Vous devez quand même soutenir les actions pareilles, monsieur Jacques. Fallait-il construire les routes ou colmater les trous? On a que de construire. S'il vous plaît, non, je pose la question. Ici sur Victoire, mais c'est comme ça on que je dis. vraiment que alors, de réhabiliter, construire. À quoi a servi ces concepts creux de Kinshasa sans trou? On aurait et dire aux Congolais tout simplement que, au vu des moyens que nous avons, nous allons construire quelques routes, nous allons en réhabiliter d'autres. Mais attendez, c'est pareil. Attendez, c'est pas pareil. Zéro trou aujourd'hui, il y a plein de trous partout. Il n'y a plus de trous. Pardon? Ils sont en train de travailler. Pardon, toi tu roules où? À Kinshasa. Toi tu roules à Kinshasa. Moi je pense que ce n'est pas la même Kinshasa dans laquelle moi je roule. Mais aujourd'hui, quoi? Vous devez encourager les Encourager quoi? Les routes, combien de kilomètres? Et vous voyez même Kinshasa qui apporte ses fruits. Aujourd'hui, il n'y a plus... Tu vois là, même à la maison, on se moque de toi. Quand tu parles de Kinshasa Bopeto, hier c'était Kinshasa Bopeto, maintenant on nous parle de Gombe Bopeto. Hein? Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. Ce n'est plus Kinshasa Bopeto. Non, pardon? C'est devenu impeccable. Est-ce que toi tu circules dans la commune de la Gombe? Je circule. Tu connais? Je circule partout. Vas-y, circule. Arrêtez quoi. Je pense que ce sont des faux fouillants. S'il n'y a pas de politique générale sur la réhabilitation de nos routes, n'est-ce pas? Politique générale sur la propreté de nos quartiers, de la ville de Kinshasa, messieurs et dames, laissez-moi vous dire, c'est de la poudre aux yeux que vous jetez à la population congolaise. Il faut partir des politiques générales, les politiques qui sont coulées sous forme de plans d'action, les plans d'action qui sont coulés sous forme de budget. N'est-ce pas? Pour que, après un moment, qu'on puisse faire une évaluation. Nous avons des institutions de contrôle ici. Vous avez au niveau national l'Assemblée nationale. Vous avez au niveau des provinces les assemblées provinciales. Est-ce que ces institutions font leur boulot? Contrôle-t-elle le budget qui est un outil par excellence de la gestion pour savoir, voilà les crédits qui vous ont été loués, voilà comment ça a été consommé, voilà les réalisations. Est-ce que ça se fait? Non, monsieur. Tant que nous allons continuer comme ça, vous allez vous rendre compte qu'au bout de 5 ans, on va se regarder entre nous, on va se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je disais, il faut des politiques générales, des politiques qui sont coulées sous forme de plans d'action, des plans d'action qui sont coulés à court terme sous forme de budget. Pour que finalement qu'on ait des réalisations claires, palpables. Hein? Nous, en gestion de projet, on parle des indicateurs objectivement vérifiables. Est-ce que vous avez des IOV aujourd'hui?
des indicateurs objectivement vérifiables. Vous savez, les biens avec vous, c'est quoi? Quand on est en dehors des institutions, quand on est dans l'opposition, on parle bien. Mais dès que vous serez là-bas, ça sera autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, la population a encore besoin de ces discours-là? Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas des conseils à ceux qui sont là? On en donne. Les conseils, on en donne. Nous étions parmi ceux-là qui avaient dénoncé l'action du ministre de l'économie. Lorsqu'on gère une économie libérale, on n'impose pas les prix aux opérateurs économiques. Voyez-vous, on négocie. Ils avaient négocié. Non, laissez-moi terminer. Il y a plusieurs reprises, eux-mêmes ont accepté qu'il y ait une négociation. Laissez-moi terminer. On négocie. On essaie de trouver un modus vivendi, un terrain d'entente. Quand on fait des négociations, il y a toujours des concessions. N'est-ce pas? Les opérateurs économiques vont dire, voilà, pour que nous en arrivons là, voilà ce dont nous avons besoin. Et le gouvernement va dire de même, ils vont trouver un terrain. Combien de fois la FEC a dénoncé la manière de procéder du ministre de l'économie? Vous imposez le prix d'avion. Je suis d'accord avec lui. Mais nous avons combien d'avions? L'État congolais. L'État congolais. On en a combien? Bientôt la Congo aura. Non, arrêtez. Avions, hein? Les bientôt de Jésus, hein? Non, c'est dans quelques mois. S'il vous plaît. C'est dans quelques mois. Attendons voir. Oh, dans quelques mois. Quand nous allons voir ça, nous allons applaudir. Et encore qu'on doit s'assurer de sa bonne gouvernance ou de sa bonne gestion. Ça aussi, c'est un autre problème. N'est-ce pas? Parce que les avions qu'on avait laissés par les régimes passés, il y en avait à peu près 4. Comment on se retrouve avec un seul avion aujourd'hui? Qui peut expliquer cela? Les avions donc, dont vous êtes allés louer au Kenya, le gouvernement congolais. Merci beaucoup. Ont été repris parce que nous n'avons pas respecté nos engagements. Nous devons apprendre à être sérieux. N'est-ce pas? On ne gère pas une économie. Nous ne sommes pas dans une économie marxiste, une économie où on impose les choses. Nous sommes dans une économie libérale, où les prix des biens et services sont fixés selon le mécanisme du marché, c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, est-ce que le social de la population ne serait pas à la base de la déchéance du ministre de l'économie, puisque la population est en train de souffrir? Mais vous avez accusé, il y a eu règlement de compte. Vous savez, je vais vous dire une chose. Au-delà du règlement de compte, qui reste un aspect essentiellement politique. N'est-ce pas? Il y a l'aspect technique. Nous avons dit ici que le ministre de l'économie était très incompétent de par les mesures qu'il a eu à initier, à prendre pour améliorer le vécu quotidien des Congolais. Nous avons dit ici que tant que ce pays ne va pas relancer sa production locale, sa production intérieure, nous resterons tributaires, n'est-ce pas, de la production extérieure. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'extérieur, vous savez, la guerre de l'Ukraine, nous subissons des chocs exogènes. C'est pas seulement n'est-ce pas? RDC. Laissez-moi terminer. C'est pas seulement RDC. C'est plus pire en RDC. Pourquoi est-ce que vous accusez Vous savez pourquoi j'ai dit gouvernement? cela? Regarde, est-ce que vous savez, je vais vous apprendre quelques notions élémentaires de l'économie. Est-ce que vous savez que dans notre pays, 80% des biens de consommation de première nécessité sont importés? Ça veut dire que ces biens ne sont pas produits localement. Qui dit importation dit sortie des devises. Est-ce que vous savez que dans notre pays, nous produisons ce que nous ne consommons pas? Le minerai. Qui le consomme ici? Personne. Le bois, qui le consomme ici? Personne. Nous les exportons pour que les autres les transforment et les ramènent ici pour nous les vendre à des prix très élevés après avoir ajouté, après avoir incorporé la valeur ajoutée. Voyez-vous? Et ça, c'est un problème sérieux. Nous sommes une économie extravertie, tournée vers l'extérieur, alors que nous avons tous les atouts pour relancer la production locale afin de faire en sorte que nous vivons à 80% par exemple de la production locale. Mais vous savez, je n'ai pas fini. Je voudrais terminer. Vous encouragez quand même. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Aujourd'hui, on a que de vouloir produire. J'ai dit que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je suis en train de continuer. Il y a un début quand même. Laissez-moi, je vous dis. Morton Stanley a dit que sans chemin de fer, le Congo ne valait pas un penny. Le penny, c'est fut l'unité monétaire de la Grande-Bretagne à l'époque, ainsi de suite. Sans chemin de fer. Et nous disons, sans route, le Congo ne vaut pas un pays. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez à Lissala, quand vous allez à Bolombo, quand vous allez à Dibayalouboué, quand vous allez par-ci, par-là,
la population produit quand même. Mais s'il n'y a pas de route pour permettre l'évacuation de cette production vers le centre de consommation, ces productions vont périr. Et ça va entraîner un découragement dans le chef de nos mamans, de nos parents qui produisent là-bas. Donc, voyez les chantiers, le vrai chantier de la République. Et là, ce sont des conseils que nous donnons. Voilà, donc, nous disons ceci. Voilà, là, c'est une façon pour vous de soutenir aussi le projet de 145 territoires que le chef d'État a lancé avec les élus provinciaux. Et voilà, on doit quand même J'aurais bien voulu soutenir cela, mais quand je vois la modicité des budgets alloués, je me pose la question, par exemple, avec 10 millions, vous faites quoi pour un territoire donné? Non, mais c'est un... Laissez-moi terminer. Non. On doit quand même vous devez comprendre. C'est c'est comme ça, je suis en train de dire, si vous me laissez terminer, vous allez comprendre de quoi je voudrais parler. En lieu et place de disperser le peu de moyens que nous avons, nous devons nous focaliser. Par exemple, nous avons 24 provinces, c'est ça? Ouais, 26 provinces. 26 provinces. D'accord? On pouvait choisir dans chaque province 2 territoires, par exemple, et répartir, redistribuer. C'est 1 milliard et quelque chose là, pour que finalement ce qui sera fait ait un impact visible, et ainsi de suite. En fonction des moyens que nous allons mobiliser, on peut aller dans les autres provinces. Mais vous avez, comme quelqu'un dit, tu as un peu de sel, mais tu veux nous cuire un éléphant. C'est pas possible. On va te demander de nous cuire un coq ou une poule. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les moyens, il n'y en a pas assez, mais ne les dispersez pas. Focalisons-nous sur 2, 3, 4 territoires. Nous terminons, dès qu'on a d'autres moyens, et on avance. 10 millions, faites quoi avec 10 millions dans un territoire donné? Vous allez construire une morgue? Hein? Vous construisez quoi avec? C'est ça le problème. Mais vous pensez pas que... Les deux peuvent être bonnes, mais la manière de s'y prendre pose problème. N'est-ce pas? Parce qu'on dit 1 milliard à répartir à 100 sur 145 territoires. Ça représente combien? Parlons alors processus électoral en RDC. Aujourd'hui, il y a les élections du gouverneur qui s'annoncent. Est-ce que ces nouveaux gouverneurs pourront quand même apporter un plus? Quand vous voyez la province du Sankoro, Congo central, Maïndombe, qu'est-ce qu'on doit s'attendre de ces nouveaux gouverneurs? Ils n'apporteront rien de nouveau. Comment est-ce que vous êtes toujours... Vous êtes tellement négatif, que je pense qu'à la limite, tu aurais pu me dire, mais pourquoi vous dites ça? Non, vous êtes trop négatif. Et dans je tout. suis très négatif. Je ne suis pas négatif, mais je suis réaliste. Il y a eu des gouverneurs, non? Ils ont échoué. Et on peut il y a eu des gouverneurs. Kabila était là. Pourquoi ont-ils échoué? Pourquoi ont-ils échoué? Pourquoi ont-ils échoué? Combien des recettes générées par la République sont rétrocédées dans ces provinces-là? La Constitution parle de 40% ou 60%. Je vais encore vérifier. Est-ce qu'on le fait? C'est 40%. Est-ce qu'on le fait? Oui, il y a des... Les députés provinciaux, laissez-moi terminer. Les députés provinciaux aujourd'hui accumulent plus de 12 mois d'arriérés de salaire. Les députés provinciaux accumulent plus de 12 mois d'arriérés de salaire. Laurence, vous trouvez ça normal? Alors, vous allez élire d'autres gouverneurs face aux députés provinciaux affamés. Vous pensez qu'ils vont laisser ces gouverneurs-là travailler librement? Il faut résoudre les problèmes. Le problème, c'est que on résout les conséquences, mais on ne résout pas la cause. Comprenez? Tant qu'on ne va pas résoudre la cause, les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous allez vivre la déstabilisation de toutes ces provinces, les unes après les autres. Quand bien même nous savons qu'il y a parfois aussi la même politique. Dans tout cela, résolvez les problèmes, monsieur Laurence. Ne mettons pas la charrue devant le bœuf. Respectons les textes. Que disent nos textes? On dit 60-40% des rétrocessions des recettes générées par la République aux provinces. Est-ce qu'on le fait? Comment résoudre ces problèmes-là?
En respectant les textes. C'est simple. Hein? Les textes seront respectés parce que ces élus. Non, les textes ne sont pas respectés parce que vous ne rétrocédez pas les 40% provinces. Aujourd'hui, les grands problèmes pour le développement des provinces, commencez par c'est là. La rétrocession. Bien sûr, parce que quand vous rétrocédez, vous savez que chaque province a son budget. N'est-ce pas? Dans ce budget-là, on a comptabilisé les 40% des rétrocessions. Si ça n'arrive pas, comment vont-ils exécuter le budget? Parce que le budget, c'est cet outil par excellence de gestion. Comment vont-ils le faire? S'ils avaient prévu de construire des centres de santé, s'ils avaient prévu de construire, par exemple, quelques routes de dessertes agricoles, ils ne vont pas le faire parce que, quelque part, il manque de moyens. Aujourd'hui, c'est le gouvernement central. C'est le gouvernement central qui est la cause. C'est le gouvernement central qui est la cause de déstabilisation de nos provinces. Parlons un peu sur les élections présidentielles. Déjà, on annonce qu'il n'y aura pas élection en 2023, il y aura report et on s'attend déjà à un dialogue entre Tshisekedi, Kabila, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Monsieur Laurence, n'ouvrez pas la boîte à Pandore. Mais il n'y aura pas élection en 2023. Le gouvernement n'a pas de moyens. Des sources officielles. À peine qu'elle a quels moyens vous manquez? À peine qu'elle a saigné. Vous manquez des moyens alors que nos administrations fiscales sont en train de battre les records en termes d'assignation des recettes générées. De quoi nous parlons? Aujourd'hui, la CENI n'est pas servie comme ça doit. Non, la CENI n'a pas de moyens. Est-ce que vous... Là, je risque de tomber malade quand vous me parlez de qui a manque de moyens. Mais si qui ne cesse de nous raconter ici chaque jour que de plus en plus on a mobilisé des recettes. Le pays a suffisamment de moyens, ce qui ne se faisait pas jadis. Qui nous a raconté ça? S'il n'y avait pas élection en 2023. Monsieur Laurence, il doit y avoir élection en 2023. Non, mais il peut y avoir des concrets. Monsieur Laurence, je ne voudrais pas... Il y a eu la Covid, il y a la crise aujourd'hui avec la guerre entre l'Ukraine et... Des prétextes fallacieux. Je ne voudrais pas spéculer sur le sexe des anges. La Constitution nous a dit, en 2023, en novembre ou décembre, il doit y avoir élection. Nous attendons les élections. La Constitution avait aussi dit en 2016 il devait y avoir des élections. C'est un mauvais exemple. En 2018, il y a eu élection. C'était mauvais. À quel prix? C'était à quel prix? Mais en 2025, on peut avoir les élections. À quel prix? Mais est-ce qu'aujourd'hui... Pourquoi voulez-vous prendre les mauvais exemples pour justifier la situation qui risque d'arriver demain? Mais est-ce que aujourd'hui, pour résoudre la crise en RDC ou les problèmes congolais, il faut seulement aller par les élections? Monsieur Laurence, nous avons toujours dit, et nous ne cesserons de le dire, les élections ne sont pas une panacée. Voilà. Laissez-moi terminer. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Allons-y. Les élections ne viennent pas résoudre les problèmes de vécu quotidien des Congolais. Les élections, c'est un mode d'accès au pouvoir. Nous avons décidé, nous, tous, à travers notre constitution, d'accéder au pouvoir à travers les élections afin d'éviter à ce que n'importe qui puisse se réveiller un bon matin et se dire, c'est moi le président. Mais s'il n'y a pas de moyens... Laissez-moi terminer. Le gouvernement peut demander... Gérer ses pouvoirs. Mais c'est comme ça que nous sommes en train de condamner la mauvaise gouvernance de l'actuel régime. Parce que si on gérait bien le pays, 3 ans après, on aurait suffisamment de provisions pour l'organisation des élections. Vous accusez toujours ce gouvernement. Mais bien sûr, vous voulez qu'on accuse qui? Vous voulez qu'on accuse qui? Le gouvernement aujourd'hui se bat valablement pour la paix. Monsieur Laurent, il y a eu des arrestations. Nous déplaçons les débats. Nous parlons élection. Laissez-moi gérer ses pouvoirs. Oui. Nous supposons que chaque année, on aurait dû mettre de côté un pourcentage du montant global du budget des élections pour son organisation, afin que, le moment venu, les élections puissent être organisées. Tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, après nous avoir crié haut et fort, hein? On a même eu mal aux oreilles que les administrations fiscales étaient en train de battre les records en termes de mobilisation des recettes. On nous raconte aujourd'hui que
La CENI n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens pour la CENI, mais on en trouve pour donner des palissades aux sénateurs. On n'a pas de moyens. Laissez-moi terminer. On n'a pas de moyens pour la CENI. C'est un moyen de déplacement pour les élus nationaux. On dilapide l'argent avec le déplacement inutile des députés au Maroc pour aller soutenir une équipe qui a perdu et qui a fait la honte de la République. Mais est-ce que perdre un match, c'est un problème? De quelle manière, monsieur Laurence? De quelle manière? On peut perdre, mais de quelle manière, monsieur Laurence? C'est là où le problème. C'est là où, quelle honte, quelle humiliation. Je vous pose juste une question, puisqu'on est déjà à la fin de l'émission. Aujourd'hui, insécurité à l'est de la RDC, vous voyez quand même les efforts que le gouvernement est en train de mettre en œuvre pour restaurer la paix. Et il y a le M23 qui est en train de surgir. On a accusé le Rwanda. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Est-ce qu'il faut déclarer la guerre contre le Rwanda ou aller par une réconciliation? Monsieur le Laurence, vous savez pourquoi j'ai ri? Parce que tout le temps vous revenez à la même question et je vous donne toujours la même réponse. Nous sommes dans un monde, dans le concert des nations. Ne sont respectés que ceux-là qui sont forts. Donc la RDC n'est pas forte? Non. Vous voyez ce qui se passe à l'Ukraine. La Russie est respectée, hein? Voyez-vous? Ça veut dire que si nous voulons être respectés, nous devons, nous Congolais, avoir une armée digne de ce nom. Quand j'ai dit une armée digne de ce nom, c'est une armée qui a les ressources humaines dignes de ce nom, qui a les ressources matérielles dignes de ce nom, qui a les ressources financières digne de ce nom. Donc aujourd'hui, le gouvernement doit mettre en œuvre pour aider l'armée et avoir tous les moyens. On peut disponibiliser ces moyens. Mais si ces moyens n'arrivent pas à qui des droits, Et du tournement. si ces moyens n'arrivent pas à qui des droits, L'IGF doit faire ça. et n'arrivent pas, moi je ne parlerai pas de l'IGF, moi je parlerai plutôt de la Cour des comptes. J'aime bien la Cour des comptes. Et non l'IGF. L'IGF n'est qu'un organe technique auquel le Parlement peut y recourir. Mais l'IGF laissez-moi terminer. Un grand travail qui reste au tiroir. Un grand travail qui reste au tiroir. Hein? Il y a des On dénonce aujourd'hui. On dénonce aujourd'hui. Les arrestations qui finissent comment? Les arrestations qui finissent comment, monsieur Laurence? On arrête quelqu'un, 3 mois après, vous le relaxez. Et l'argent qu'il a dilapidé, qu'il a volé, qu'est-ce qu'on en a fait? On ne le retourne pas. Attends, nous devons arrêter avec le folklore. Avec ce folklore ici, on doit arrêter. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, M. Jacques Lomois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Laurence. Un grand merci à vous qui nous avez suivis. Et nous vous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même réel plaisir. Merci, Laurence. Merci.